Et Élise, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer ton point de vue hein, sur comment ça se fait qu'il y a cette crise identitaire qui vient aujourd'hui, enfin peut-être depuis plusieurs années déjà? Voire, je pense que ça a toujours existé, en fait. En fait, je pense qu'il y a, ce qui a changé, c'est les sociétés dans la société dans laquelle on évolue, avec quelque chose de très individualiste, même si on revient aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus, hem, ah, comment on pourrait dire? Hem, les gens ont envie de resserrer les liens, de faire des choses ensemble. On n'est plus dans quelque chose et je pense qu'on va encore évoluer vers ça, en fait. On va alors, on se retrouve encore très seul aujourd'hui en donnant naissance. On dit toujours: «Il faut une famille pour, il faut tout un village pour faire famille». Et en fait, on se rend compte que les gens sont en dehors de tout ce qui peut exister en termes d'institutions, sont en train de faire famille à leur manière. Mais, c'est quelque chose qui, pour moi, a toujours enfin, les femmes ont donné naissance depuis des millénaires. Ce qui a changé, c'est que, on les accompagne différemment. On a beaucoup, médicalisé les choses, énormément. Je parlais de ressenti tout à l'heure, mais voilà, il y a toute la question autour des maisons de naissance, autour de la manière dont veulent accoucher les femmes aujourd'hui, celles qui veulent accoucher à domicile. Il y a tout, ce qui bouge aujourd'hui, c'est que les femmes parlent. On parle beau Il y a plein de hashtags, voilà, sur la question de la voix des femmes et le fait qu'elles disent ce qu'elles veulent aujourd'hui. Après, c'est comment les institutions vont bouger avec ça. Parce on est sur des protocoles hospitaliers, qui sont quand même bien, bien machin, mais toutes les femmes n'ont pas envie d'accoucher de la même manière. Nous, on n'est pas pour, l'accouchement à la maison, l'accouchement à l'hôpital, l'accouchement dans les maisons de naissance. L'essentiel, en fait, parce que l'accouchement est quand même un moment assez important, c'est qu'elles soient, plutôt bien dans leur basket et dans ce qu'elles ont pris comme décision. Bon, en sachant que, bon, l'accouchement à domicile, on sait que c'est c'est quand même très précaire et que ça reste complexe pour les femmes qui veulent accoucher à domicile. Hem, mais ce qui bouge, c'est vraiment, voilà, le fait que les femmes disent les choses et qu'elles puissent être entendues sur les choix qu'elles vont faire. Après, cette crise identitaire, je pense qu'elle a toujours été présente. Mais qu'elle était beaucoup moins peut-être aussi dite, puisqu'aujourd'hui on a libéré la parole. Il y a aussi quand même une question de libération, de la parole et du fait que, aujourd'hui on peut dire des choses. Quand on en parle avec nos mères et nos grands-mères, en fait, il y avait pas à se questionner, quand nos grands-mères elles accouchaient, elles en avaient peut-être déjà eu, ma grand-mère elle a eu 8 enfants dont plusieurs, décès, de deuil périnataux. Et en fait, c'était pas il y avait pas de questionnement autour de ça. On faisait des enfants, on accouchait. Enfin, je pense qu'il y avait pas autant alors peut-être qu'on est trop dans le questionnement, dans les interrogations, peut-être qu'on réfléchit trop à ce que ça fait, je sais pas. Moi, je pense que ça a son importance aussi pour les générations suivantes. Enfin voilà, il y a pas une question de réparation, mais il y a une question de comment eux, ils vont évoluer avec nos propres questionnements, les questionnements de nos grands-parents et cetera. Donc comment ils vont faire leurs choix en pleine conscience en fonction de ce qu'on leur a légué. Moi, ma grand-mère, j'ai eu très peu d'infos sur comment se sont passées ses propres maternités, du côté de ma mère, mais du côté de mon père, j'ai appris seulement après la naissance de ma fille, elle avait 4-5 ans, que ma grand-mère paternelle avait fait une dépression du postpartum. Enfin, ça aurait été intéressant de le voir dans mon parcours, de faire sens avec ça. Voilà, donc je pense que cette crise identitaire, elle est présente. Elle a toujours été présente. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment, on accompagne les parents, avec ça? Comment on leur présente, en fait, le fait de devenir parent? Qu'est-ce que ça fait de devenir parent? Qu'est-ce que ça génère par rapport à leur propre histoire? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens par rapport à un truc particulier? On dit toujours, la difficulté maternelle, on dit qu'il y a des facteurs de vulnérabilité psychique et on dit toujours qu'il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas un seul facteur pour qu'une femme soit en difficulté et je pense que, en parler, ça permet justement aussi de construire ce projet de naissance, ce
projet d'enfant, le projet de grossesse, le projet, autour de l'accouchement, le projet tout ce qui se fait autour du postpartum. Donc après moi, je suis certaine qu'il y a beaucoup de choses à faire autour du postpartum et de ce qu'on peut faire pour les femmes, les couples. Et je pense à une jeune femme qu'on soutient et qui a le projet d'ouvrir une maison, pour les femmes solo. Parce qu'il y a quand Mmh. même beaucoup aujourd'hui de femmes, célibataires avec leurs enfants. Malheureusement. Et pour le postpartum, ça quand même parce que souvent les pères partent pendant la grossesse. Et je trouve que c'est un super projet. Enfin, c'est un truc, je trouve ça chouette d'avoir l'idée de réunir dans un même endroit des femmes qui ont toutes effectivement un point commun qui est, le fait d'être solo, mais qui ont toutes des histoires et qui vont s'apporter les unes aux autres. Et je pense que c'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui. Mmh. C'est d'oublier combien, l'être humain a besoin de contact et a besoin d'être avec l'autre, et d'exister aussi à travers le regard de l'autre. Et oui. Et qu'un bébé grandit avec un groupe et du coup, qu'on soit famille monoparentale ou pas, on peut très bien être dans un couple où l'un des 2 n'est pas présent psychiquement et du coup, Ça. je pense aussi au bébé, ben, il grandit, avec une, ça me parle beaucoup moi aujourd'hui avec, tous les drames, et tous ces assassinats, hein. Je pense que ça poursuit, un enfant quand il n'est pas élevé, dans un groupe. À un moment donné, à l'adolescence, il va encore se Mmh. retrouver, en manque de groupe parce que bon, l'éducation nationale, elle fait ce qu'elle peut, mais on a aussi beaucoup la solitude des profs. Et du coup, ben, ça fait vraiment beaucoup d'individualité et cette soif de groupe, à un moment donné, ben, c'est un peu au petit bonheur la chance, hein. Moi, quand j'étais ado, grâce à la vie, j'ai été attirée par des groupes, artistiques, donc je suis devenue comédienne, mais j'aurais pu tomber sur des groupes, sectaires, malveillants. En tout cas qui sont, vraiment, durs, quoi. Donc moi, je me pose beaucoup de questions sur, comment donner envie aux femmes de sortir de l'isolement, des 1ers mois, quoi. Et je me demande effectivement si c'est pas, les inviter à s'inscrire déjà dans n'importe quelle association, en fait, que ça soit l'allaitement, que ça soit, parents, en amont de la naissance, c'est-à-dire, au moment de la grossesse. Comme ça, il y a déjà eu un premier pas. Il y avait les maisons Dolto, il y avait, et je suis pas sûre que les maisons Dolto existent partout, quoi. Après, les lieux d'accueil par enfants, tu en as qui sont encore, style maison verte, à Dolto, mais il y a aussi les LAP, tenus par j'ai perdu le nom, des agents de la mairie qui sont pas du tout formés, à ce sujet-là. Mais sur des équipes, pluridisciplinaires qui sont bénévoles dans les lieux d'accueil par enfants, ça donne des chouettes, endroits, enfin voilà, nous on en a pas mal sur la région parce que Lyon est une grosse ville. Nous on a essayé ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a un répertoire en fait, international qui nous permet d'orienter en fonction, de la demande et à la base, c'était un répertoire où il y avait beaucoup de professionnels du chant psy. Et puis, je l'ai repris il y a 4 5 ans et pour le coup, on a ouvert à tous les champs. Donc on a des kinés, on a des ostéos, on a des, naturopathes, on a des doulas, voilà. Le but, c'est d'aller au plus près du besoin du parent et on a aussi, essayé enfin, j'ai aussi essayé, mais alors ça c'est compliqué, de référencer les LAP existants sur le territoire, et c'est vrai qu'on renvoie les femmes aussi vers ces lieux d'accueil parce que, il y a une telle solitude, dans le postpartum que le fait de pouvoir rencontrer d'autres femmes ailleurs, d'autres femmes et pas que des femmes d'ailleurs, parce que ça peut être des grands-parents, ça peut être des assistantes maths qui viennent sur le lieu. Mais en tout cas, il y a vraiment, un moment donné où, elles se disent: «Tiens, il y a un endroit où je peux, rencontrer du monde, ça va peut-être pas me correspondre, alors, j'irai voir ailleurs, mais ça peut aussi me correspondre» et sur Lyon, on intervient au sein d'une association, autour de la parentalité, plus généralement. Et il y en a quand même pas mal qui existent sur le, territoire et c'est vrai qu'elles font un chouette boulot. Elles proposent plein de choses et là, il y a vraiment des échanges et puis nous, les femmes, au niveau des groupes de parole, certaines, il y a peut-être 2 ans de ça, certaines ont gardé un lien. On est toujours en contact
Mais en tout cas, elles sont devenues proches les unes des autres, alors que peut-être qu'elles se seraient pas rencontrées, d'un autre point de vue, quoi. Donc c'est aussi se dire qu'au-delà de pourquoi on va à cette association, pour un but bien précis autour de l'allaitement, autour de jumeaux et plus, je pense, ou césarienne, des choses comme ça. On y va aussi parce qu'on a un besoin, de contact avec l'autre et besoin de se retrouver, dans l'autre. Ouais. Voilà. Mais c'est bien que ce genre d'association existe maintenant. Je pense que c'est en train de prendre de l'ampleur et tant mieux parce que c'est important. Parce que quand j'entends ma mère, il y a 28 ans, qui m'a eu, ouais, si je lui demande comment s'est passé son accouchement et comment elle l'a vécu après, bah, c'est bon, je peux partir direct en dépression, hein. Elle m'a laissée à mes grands-parents. Après, il y a eu le cas que ma mère a été adoptée, et donc c'était son premier enfant à elle, profondément au niveau racine. Je pense qu'il y avait autre chose. Et si elle avait eu ce genre de porte à qui frapper, ouais, ça aurait été super, quoi. Ça aurait été super pour elle. Donc, par exemple, ma maman est quelqu'un à qui je ne peux pas parler, entre guillemets, même de ma grossesse et de l'après, parce que bah, elle, c'est rien à voir avec la mienne, quoi. Enfin, je veux dire, quand je l'écoute, ça a été catastrophique. J'avoue que j'ai pas envie de lui foutre entre guillemets, le blues, parce que justement, moi, ça se passe bah, très bien. J'ai rien, enfin, c'est pas que j'ai rien à dire, mais je pas à m'en plaindre. Donc, c'est clair que voilà, j'aurais voulu que ce genre d'association existe déjà depuis. Je pense qu'il devait y avoir quelques bribes, peut-être il y a 28 ans, mais ça n'a rien à voir avec maintenant. Et heureusement que vous êtes là, quoi. Enfin, franchement, ouais, c'est bien, c'est super. Enfin, je trouve ça génial. Alors, c'est peut-être, oui, peut-être un peu trop nous coucouner, peut-être d'un côté, puis d'un côté, peut-être pas assez. Mais en même temps, ça reste comme vous avez dit, un partage de groupe, c'est animal déjà comme besoin. On est en meute, on a besoin d'être en groupe pour faire grandir le bébé, ce que je rebondis de la séance de la dernière fois. Et je pense que non, il faut pas trop se poser de questions. Il faut juste y aller un peu comme on le sent, en fait. Je pense qu'il faut laisser agir le feeling complètement. Faut que ça dépend des personnes, encore une fois, hein, mais je pense qu'il faut se laisser, il faut se sentir. C'est à nous de, voilà, de savoir se mettre les barrières en fonction de comment on a été éduqué, le caractère. Et je pense que non, il faut continuer à être dans cette voie-là, d'être voilà, dans l'aide, de toujours proposer de l'aide et de coucouner un peu. Tant pis, ça fait du bien de temps en temps. Vous savez quoi? Oui, je ne sais pas si le risque, c'est de trop coucouner les femmes. Aujourd'hui, je pense que c'est pas grave si on tombe là-dedans. Moi, c'est ça. Et moi, en fait, Élise, j'avertis beaucoup, beaucoup les femmes parce que bon, c'est toujours délicat l'équilibre. À quel moment on les fait stresser, on rajoute un stress, et à quel moment on les avertit. Et je pense qu'en fait, il faut les avertir de leur propre piège, c'est-à-dire vouloir être parfaite, qui pour moi sont des mots vraiment de notre société actuelle. C'est-à-dire qu'elles subissent une pression permanente, à tel point, pour moi, la pression est tellement forte qu'elle n'est même plus visible. C'est-à-dire qu'on l'a tellement intégrée qu'elle est digérée. Et déjà, être femme, bien avant mes générations d'avant, on voit bien que la petite fille, elle est vraiment élevée, elle est vachement plus responsable, elle a vachement plus la tête sur les épaules que les garçons. Ils sont quand même. Mes copines qui ont eu des. Moi, j'ai eu 3 filles, hein, mais mes copines qui ont eu des garçons, pourtant, elles sont féministes, etc., etc. Bah, j'en connais pas beaucoup où le garçon, il est, je dirais, comment je pourrais dire, il est aussi responsable qu'une fille. Il va l'être beaucoup plus tard. Bon, après, quand je discute avec Boris Cyrulnik, il me dit non, non, mais c'est dans les gènes, le garçon est plus tardif. Je veux bien. Mais je pense quand même que dès le départ, on est vraiment très vite formaté à être. Il faut qu'on soit parfaite, il faut qu'on contrôle tout. Euh, voilà, on a une pression de dingue, ce qui fait que quand ce bébé arrive pour rester ukulélé dans la joie, il faut renoncer à plein de choses. Donc moi, j'essaie vraiment de les autoriser à renoncer à ce que ça soit la to-do list parfaite avec en plus le bébé, quoi. C'est complètement ça. Je sais pas ce que tu en penses. C'est complètement ça. Je crois qu'on intègre, qu'on doit assurer sur, beaucoup de plans. Et en fait, même inconsciemment, et pour le coup, c'est quelque chose pour certaines, elles l'ont pas, elles le conscientisent pas de cette manière-là. Et ce qui est intéressant, c'est quand elles s'écrivent et elles peuvent se relire, elles se rendent compte que: «Ah ouais, quand même, il y a des choses, c'est du lourd, quoi».
Et le problème, c'est que ça commence dès la grossesse sur le fait il faut que sa chambre soit prête. Je vois des photos, parfois, je me dis: «Mais on est dans un magazine de mode, quoi, c'est un truc de dingue». Heu, c'est oui, moi, pour ma première, vu que dans l'état psychique dans lequel j'étais, elle avait un lit et puis c'était tout et puis c'était très bien, en fait. Donc on leur dit toujours: «Mais ce bébé, il va être comme tous les autres, il va grandir». Enfin, ils vont tous à un moment donné, être des petits êtres, humains à part entière, qu'ils aient eu une chambre, grand standing ou une chambre, toute simple avec, le strict nécessaire. Et en fait, elles se mettent une pression sur l'organisationnel, sur, comment elles vont faire. Alors quand il y a un aîné, là, ça devient plus compliqué en plus, quand il y en a qu'un quand il y en a qu'un, c'est entre guillemets «plus simple». Je dis toujours entre guillemets, hein, parce que la fatigue est là et voilà, il y a d'autres choses qui peuvent être à gérer en même temps. Hem mais en fait, elles se mettent de la pression autour de l'allaitement. Certaines n'ont pas envie d'allaiter, elles allaitent quand même et en fait, si votre choix, c'est de pas allaiter, à un moment donné, il faut laisser tomber quoi, il faut s'écouter. Et en fait, il y a une culpabilité ensuite qui se déclenche parce que bien évidemment, elles ont pas réussi à faire comme, la voisine qui, tu te rends compte, elle est Mmh. sur son 31, elle a accouché il y a un mois et elle est déjà à talons et puis c'est nickel, quoi. Mmh. Oui, non, mais en fait, on va peut-être ouvrir la porte de chez la voisine et puis on va voir comment c'est chez elle. Parce que parfois, une fois qu'on a ouvert la porte, les choses sont bien différentes. Mmh. Donc je pense qu'il faut redescendre effectivement ses exigences, Ouais. et un peu de bienveillance envers soi-même, c'est quand même, pas négligeable. Mmh. Et je pense que c'est là où le compagnon a toute son importance, c'est de se dire ensemble, qu'est-ce qu'on fait, quand il est là, ce bébé? Heu, Parce que certaines nous disent: «J'ose pas le réveiller, mon mari, la nuit, il a besoin de dormir». Putain, mais en fait, vous l'avez fait à 2 ce gosse. Donc à un moment donné, oui, il travaille, mais toi aussi je sais pas, mais c'est dans la logique des faits, on va arrêter de déconner, hein. Oui, Je sauf fais juste que une sauf parenthèse, Élise. Je travaille en concert avec des sages-femmes qui me disent que depuis 2 3 ans, elles ont des femmes qui mettent au monde et qui, quand les sages-femmes rentrent dans la chambre, l'homme dort dans le lit et elles dorment dans le lit d'appoint. Et quand on leur la sage-femme leur demande mais pourquoi vous êtes dans le lit d'appoint? Ah non, mais parce que mon mari travaille, il faut qu'il se repose. Non, mais je ne sais pas où on est, mais je veux dire, à un moment donné, soit on se rend plus compte de ce que c'est que d'être au monde, hein. Notamment, j'étais un peu aussi hallucinée du fait que les, les femmes se plaignaient qu'on ne les avait pas averties qu'après, ben, il y avait de nouveau du sang, que ça pouvait, que ça tachait la culotte, etc. C'est-à-dire que je trouve ça vraiment bizarre qu'on ait été à ce point coupé de la sensorialité, c'est-à-dire du corps, et que enfin, je trouve ça. Moi, j'ai pas eu d'éducation. Ma mère, elle savait pas parler de ça, donc on n'en parlait pas, point barre. Et j'ai jamais pris de bébé dans les bras avant les miens. Et les premiers, je les ai fait à 38 ans. Donc vous voyez, j'avais. Mais je ne me souviens pas d'avoir été étonnée de perdre du sang après la naissance, quoi. C'est-à-dire que bon, alors après, j'étais très 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 en lien avec mon corps. Donc cette sensorialité, on y bosse beaucoup sur les ateliers parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'avec les écrans, donc on est vraiment tout le temps connecté, hein, avec cette petite chose. Du coup, on n'est plus du tout dans le corps, quoi, dans la chair, dans les 5 sens. Et donc on bosse beaucoup là-dessus dans les ateliers pour vraiment faire redescendre ce qu'on appelle les points moteurs chez nous, quoi. et puis enfin, je crois que, alors moi la première, hein, quand, j'ai eu mon aîné, en fait, j'avais intériorisé le fait qu'un bébé, ça dormait 20 heures sur 24. Bon, et ben, vu que c'était un bébé qui dormait 45 minutes par jour, c'est tout de suite ça et en fait, c'est ça quand je parle d'information, je trouve alors c'est mon point de vue personnel, mais aussi, associatif, c'est qu'on va on s'interroge pas sur l'après, sur comment ça va être cet après, en fait. Je dis pas qu'il faut anticiper, c'est pas la question. C'est de se dire: «Ça peut se passer comme ça peut être un peu comme ça». Et moi, pour mon deuxième, j'avais tellement intériorisé le fait que ce serait un bébé qui dormirait pas, que j'ai eu un bébé qui a dormi dès la sortie de la maternité. Un truc de dingue. C'était impossible à penser pour moi et
Et en fait, il y a le fait que mon conjoint, qui n'était pas le papa de ma fille, me dise: «Mais, il dort, c'est parfait». Oui, c'est parfait en fait, mais il était prêt lui à se le on avait discuté de tout ça, de l'après, de comment ça allait se passer, de ce que moi je voulais pas. J'avais décidé que je n'allaiterais pas parce que je savais combien ça pouvait être difficile pour moi ici là, Mmh. et donc c'est quelque chose qui a été entendu et en fait, c'est ça quand je dis qu'il faut de l'information, c'est se dire: «Bon, je sais, il y a ça, il y a ça, il y a ces solutions là qui existent, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Est-ce que, si j'ai besoin, je peux aller à quel endroit je peux aller chercher de l'information?» Et qu'il soit pas que de l'information, sur, comment je vais accoucher, où je vais accoucher, avec qui je vais accoucher, non, sur l'après. Comment ça va se passer, en fait, cet après? De le ressentir intimement, oui, physiquement, et aussi de se dire, si l'allaitement se passe pas top, vers qui je vais me tourner? Est-ce que j'ai envie d'aller demander de l'aide ou pas? Voilà, c'est d'avoir cette information et c'est ça qui m'agace profondément, c'est que l'information, elle y est pas aujourd'hui. Il y en a pas, en fait. Les femmes, elles ressortent de l'accouchement et d'une part, effectivement, physiquement, pour certaines, c'est un truc, où elles se sentent extrêmement mal par rapport à ce corps qui n'est plus ce qu'elles ont connu, par rapport au fait qu'elles ont des sensations physiques qu'elles n'avaient pas du tout imaginées, les tranchées, l'allaitement qui est extrêmement douloureux pour certaines. Enfin, je sais pas, il y a des trucs, on a l'impression effectivement que ça n'a jamais existé et en fait, je pense que c'est parce qu'il y a aussi ce qui est du point de vue du corps médical, ce qui a beaucoup changé, c'est vraiment cette question de médicalisation et de l'oubli total de comment ça se déroule dans l'après, le physiologique de qu'est-ce qui est éprouvé par les femmes, physiologiquement parlant? Comment ça va se passer pour elles? Est-ce que, moi, voilà, pour le premier je savais comment ça se passait, j'avais découvert les joies de la montée de lait. Pour mon deuxième, je ne voulais pas allaiter, j'ai eu des montées de lait de dingue, et pour autant, j'étais préparée. Je savais comment ça allait se passer, je savais ce que je pouvais faire, je savais que si j'avais besoin, je pouvais demander à la sage-femme, mais en fait, je me suis débrouillée parce que je savais gérer le truc. Alors oui, ça a été, encore bien corsé, bien douloureux, mais voilà, là, j'étais prête. La douleur, je ne l'ai pas vécue de la même façon. Donc c'est vraiment cette question, ouais, de comment on donne l'information, à quel moment on la donne et comment elle est perçue par la femme et le couple. Bah, écoute, Comment merci on a les beaucoup. informations? Du coup, ben, grâce à toi, on va pouvoir avoir des Varoises informées. On va rester en lien si tu veux bien. Je voudrais pas vous lâcher trop tard, il est midi 8. Est-ce que vous voulez bien finir l'atelier en nous donnant un peu votre ressenti sur cet atelier? C'est un premier atelier avec Éthique. J'espère qu'il y en aura d'autres. Est-ce que c'est un format qui vous va et qu'est-ce que vous retenez de cet atelier pour vous-même? Donc, je pense que c'est comment on a l'information. Les informations ne passent pas forcément super bien. Moi, pour ma première grossesse, ma sage-femme qui me suivait m'avait dit: «Tu verras, les femmes, elles ont toujours accouché, donc ça devrait bien se passer. Pas de position, pas de respiration. L'allaitement, bah, faut persévérer, d'accord.» Enfin, voilà, elle m'a dit, bah, après, elle m'a accompagnée, hein, mais c'est vrai que pour le coup, toutes les sages-femmes ou tous les professionnels qui nous entourent n'ont pas le même discours. Et du coup, c'est un peu déroutant quand c'est une première grossesse de ne pas avoir quelque chose de linéaire en fait. Il y en a une qui va être très, très à l'écoute, qui va vous orienter sur bah, les douleurs postpartum, tout ça. Et puis il y en a, bah non, mais c'est naturel, faut assumer. Enfin, faut assumer la douleur, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et puis il y a tout ce qui est culpabilisant, hein, comme tu l'as dit, avec les réseaux sociaux. Et des femmes qui sont pimpantes, maquillées, elles sortent, je pense à la duchesse de Cambridge là, qui sort 4 heures après son accouchement, coucou, tout va bien, je vais bien, c'est pop et up. Du coup, nous on se dit, bah, nous ça va être pareil, et en fait non, on se retrouve avec des termes comme ça, c'est hyper culpabilisant. Et du coup, ouais, essayer d'avoir, enfin, je sais pas comment faire passer le message aux futures mamans, que les réseaux existent et que rechercher, enfin que ce soit facile à trouver en fait, parce que souvent c'est on va aller chercher sur internet, on ne sait pas trop, est-ce que c'est une bonne association, est-ce que c'est référencé, est-ce que c'est pas référencé. Alors voilà, je sais du coup qu'à Sainte-Mus, il y a le parent accueil enfant bébé là, pour toutes celles qui sont de Toulon, il y a un suivi et psychologique et tout ça, parce que bah, pour ma deuxième, on a eu
on a eu affaire à la sage-femme qui, pour la préparation, l'entretien prénatal, qui nous en a parlé. Et voilà, en fait, on n'en parle pas. Même pour la suite, on n'en parle pas, que ça existe, qu'il y a des psychologues qui peuvent vous suivre pendant la maternité, pendant le post-op, pendant le post-accouchement et tout ça. Donc, je pense que c'est dès l'entretien prénatal qu'on devrait pouvoir en être informé. Et du coup, Doriel, tu en as été informée comment, toi? Pendant cet entretien prénatal, en fait. Donc, ça fonctionne quand même. Pour le coup, oui, parce que j'avais recontacté une sage-femme de Sainte-Luce que je connaissais, parce que j'étais en MAP et que du coup, j'avais besoin de voir un gynéco spécifique. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, bah tiens, tu viendras quand tu auras ta consulte, tu viens me voir, on parlera de comment s'est passé ton... Attendez, excuse-moi, ma fille fait des bêtises. Oui, t'as du sang, du sang. Ouais, mais tu as mis des huiles essentielles partout. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle nous a parlé des associations qui existaient, en tout cas, sur Toulon et le Var, pour l'accompagnement postnatal. Parce que comme je l'avais expliqué pour la première, j'avais vraiment eu du mal à m'attacher. Ça avait été une césarienne non urgente, donc du coup, comme je vous l'ai dit, quand on me l'a posé sur le corps, c'est quoi ce truc, quoi. Du coup, elle a dit, voilà, l'attachement a été difficile, et elle m'a dit, pour le prochain, pour le deuxième, ce sera différent, mais sache qu'il y a telles associations, voilà, qu'il y a à la consultation, même à Sainte-Luce, à l'hôpital, au sein même de l'hôpital, il y a des sages-femmes, des psychologues, voilà, qui peuvent venir en post-couche et et voilà. Ok, merci Doriel. Pour les autres? Moi, je pense que d'une manière générale, c'est vrai que c'est la femme qui doit aller chercher, qui doit aller pêcher l'information. Il n'y a pas assez d'infos. Après, c'est vrai que, moi, me concernant, je suis quand même assez bien entourée, tout ça, donc je ne me fais pas trop de soucis. Je suis un peu, c'est Gwendoline, je suis un peu comme elle, quoi. Je vais voir comment ça se passe et, et je vais m'adapter selon le cas. Et après, c'est vrai que c'est rassurant de savoir quand même qu'il y a des associations qui sont là pour nous aider. Moi, je sais que la première, l'allaitement, ça ne s'est pas super bien passé. J'aimerais l'allaiter, celui-ci, j'aimerais l'allaiter. Donc, voilà, si jamais il y a un souci, Magali, tu m'as donné le numéro. Je sais que voilà, je vais pouvoir me tourner vers ces associations-là. C'est quand même un soulagement et un poids en moins de se dire, voilà, je vais quand même pouvoir être aidée si jamais il y a un souci, si jamais... Après, je ne suis pas quelqu'un d'isolé, donc j'ai la famille autour, les gens me connaissent. Voilà, je sais que ma mère, même ma belle-mère, mon compagnon, si je ne vais pas bien, ils vont le savoir, ils me connaissent. Donc, il y aura un relais à ce niveau-là, ça, je ne me fais pas de soucis. Donc, ce n'est pas comme une personne qui est isolée, où là, c'est un peu plus compliqué avec la solitude. Ouais. Mais bon, voilà, c'est très bien qu'il y ait voilà, qu'on puisse avoir ces numéros, voilà, prendre contact avec ces associations, avec Élise s'il y a un problème par la suite. C'est quand même quelque chose qu'on met dans notre bagage et qui peut être très, très utile à un moment donné. Pour vous ou pour vos copines? Exactement, voilà, oui. On peut très bien même en parler autour de nous. À la maternité, pourquoi pas, hein, si on voit une... Donc voilà, c'est un réseau, c'est bien. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et là, maintenant, il faut en profiter, quoi. Après, je ne sais pas si avant, il y avait autant de solitude. C'est bon, voilà, c'est une question. Oui, peut-être pas, ouais. Et peut-être pas aussi la même charge mentale non plus. Oui, ouais. Après, c'est vrai qu'avant, les femmes, moi, je vois l'époque de ma grand-mère ou même ma mère, il y a beaucoup de femmes qui étaient au foyer. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'elles avaient quand même une charge mentale importante. C'est vrai que maintenant, les femmes, elles travaillent toutes pratiquement. Donc, le travail, plus la maison, plus les aînés, plus... on essaie de tout contrôler. Mais à un moment donné, nous ne sommes pas des robots. Donc, il faut essayer de lâcher prise. Ce n'est pas évident. Et puis, il y avait un peu cette histoire. Après, voilà, il existe... Oui. Aussi, c'est un peu cette histoire de meute, comme le disait Gwendo.
plus familial, plus recentré autour de la femme. Là, on est un peu, vous êtes enceinte, bah, c'est génial, mais maintenant, assumez quoi. Mm. Et on oublie que dans les sociétés, je pense en Chine, enfin l'Asie, et puis même l'Afrique, les femmes, il y a 40 jours où elles ne touchent pas terre, quoi. Où la famille gère, elle reste au lit, elle se repose. Bon, je dis pas que ça convient à tout le monde, hein. Je dis simplement qu'il y a de la famille en fait qui est là et qui prend le relais et qui s'occupe du bébé pendant cette période-là. Donc nous, dans une société occidentale, on rentre de la maternité et bye que bye. Le papa reprend normalement le travail une semaine après, si tout va bien. Et puis ensuite, bah voilà, c'est aussi pour ça, c'est ça qui creuse le lit de la solitude, hein, c'est le fait que on ne pense pas du tout à ce postpartum. Enfin, la duchesse de Cambridge, là, la fameuse. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en Angleterre, ils ont, comme la Suède, les pays du Nord aussi, ils ont 40 jours où ils ont quelqu'un qui vient à domicile. Donc en France, ce n'est pas le cas du tout. On n'est pas du tout sur cette façon de fonctionner. Et on espère bien que le rapport, la commission des 1000 jours va générer quelque chose de positif et que les visites à domicile qui vont être amplifiées vont vraiment être des visites à domicile de soutien et pas simplement de savoir comment le bébé va et si l'allaitement se passe bien, quoi. Ouais. Lydia et Gwendoline, vous voulez dire le mot de la fin? Oui, alors Même pour moi, c'est extrêmement important d'avoir ces informations. Moi aussi, heureusement, je me sens bien entourée, mais je pense que voilà, savoir qu'il y a la possibilité de demander un soutien en plus en dehors de sa famille, je pense que c'est très important aussi. Comme vous l'avez dit, pouvoir le conseiller, par exemple, à des copines. Moi, il y a 2 ans, j'avais soutenu une amie qui avait eu un postpartum difficile. Et voilà, je ne savais pas de l'existence de ces associations. Donc, je lui avais conseillé d'aller voir une psychologue à Sainte-Mus. Et donc, pour elle, ça avait bien marché. Mais voilà, savoir qu'il y a en plus... heureusement, ces associations existent. Je pense que c'est très important. Vraiment, oui. Donc, merci. Ah ben Gwendoline, même si tu voulais pas, c'est toi qui dis le mot de la fin. Même si je voulais pas. Non, merci pour l'entretien. Moi, ça me permet un peu plus de me projeter sur l'après, hein. Réellement, encore une fois, moi, c'est ma première. Donc,